Salut à tous, un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Rivaliday, l'émission qui fait la part belle aux rivalités historiques de football américain en NFL ou en college football. Aujourd'hui, retour au sein de la National Football League pour parler de la conférence américaine et d'un duel souvent épique de l'AFC Est, puisqu'on va parler notamment de la rivalité entre les Miami Dolphins et les New York Jets. Pour en parler, Victor Roulier me fait le plaisir toujours d'être avec moi. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors, on change de division, enfin de conférence même, hein. On a commencé par la NFC avec Giants Eagles, AFC avec Steelers Ravens. On était revenu à la conférence nationale pour parler du Cowboys Niners. Il était donc logique de revenir dans l'AFC pour parler de ce Miami New York Jets. Rivalité importante, Victor, peut-être pas forcément pour ceux qui suivent le football américain activement dans l'ère moderne, on va dire. Ce pas forcément deux équipes qui se sont beaucoup distinguées, notamment en phase finale au cours des dernières années. Par contre, on a affaire quand même à deux équipes deux des équipes les plus anciennes au sein de la Ligue tout d'abord et de la conférence américaine, mais surtout deux équipes qui ont assez rapidement marqué l'ère Super Bowl. C'est ça, c'est-à-dire que si les gens qui regardent le football américain pensent par exemple aux Patriots ou très récemment aux Bills, quand on parle de l'AFC Est, la réalité c'est que les Bills, à part les Super Bowls des années 90, il n'y a pas grand-chose. Les Patriots avant 2000, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux Super Bowls, mais dans lesquels ils n'existent pas vraiment. Et les Colts, puisqu'à l'époque, c'est une division à 5 équipes, bon, il y a un titre au tout début, mais globalement, les deux places fortes, c'est les Jets et les Dolphins. Et très rapidement, ils vont marquer la ligue. Les Jets avec un des titres les plus emblématiques, la fameuse promesse de John Hamas, donc qui affronte à l'époque les Baltimore Colts, hein, parce que les Colts ne sont pas à ce moment-là dans la division, il y a eu beaucoup de réaménagements. Donc John Hamas et Jets qui gagnent le titre en 68, un peu à la surprise générale, il faut le dire. Et juste derrière, on a quand même les Dolphins qui gagnent deux titres d'affilée, 72-73. 72 qui est quand même une saison qui reste dans l'histoire, puisque c'est la seule saison d'une équipe invaincue dans l'histoire de la NFL. Bonjour aux Patriots de 2007. Voilà, donc ça reste quand même une performance qui n'a jamais été répliquée, même si à l'époque, il n'y avait pas 17 matchs, ok. Et voilà, c'est deux équipes qui, tout de suite, ont marqué la ligue de leur empreinte. Et par la suite, les Dolphins vont continuer quand même Oui. à marquer cette ligue. Les Jets, ça sera plus par séquence, mais ça reste deux équipes historiques. Très clairement. Et alors, tu commençais à en parler. Il y a quand même quelque chose qui est assez notable dans cette rivalité. C'est qu'en effet, il y a une certaine. Alors, je ne sais pas si le bon terme, c'est animosité, parce qu'on n'est pas vraiment dans le même cadre, par exemple, qu'un Dallas-San Francisco, par exemple, dont on parlait lors de la précédente émission. C'est pas forcément quelque chose de très intense, mais c'est vrai que tu parlais notamment de ces titres remportés par Miami. Il y a eu un certain passage de relais, un certain passage de témoin à partir des années 70 et notamment l'arrivée de Don Shula en tant que head coach de Miami. Euh, il y a beaucoup d'histoires entre Don Shula et les Jets, hein, puisque si on recontextualise un petit peu, les Jets ont été créés donc quelques années avant Miami. Ça se joue à 6 ans d'écart, hein, puisque à l'époque, donc, les New York Titans en 1960 faisaient partie de cette fameuse AFL, qui, on va dire, était l'autre conférence avec la NFL à la fin des années 60, parce qu'on rappelle que dans des premières années Super Bowl, c'est le représentant de la AFL qui affrontait le représentant de la NFL. Et en l'occurrence, donc les New York Jets, créés en 1960, étaient une équipe majeure de la ligue, tu l'as bien signalé. Et quand Miami arrive en 1966, on va dire que les premières années, c'est un peu le punching ball des Jets. Il y a 8 confrontations dans les années 60. Avant l'arrivée de Don Shula, c'est un bilan de 8-0 pour New York. Don Shula arrive en 1970. Lui qui est ancien head coach des Baltimore Colts, et ça fait un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le head coach qui a notamment perdu le Super Bowl 3 face aux New York Jets et à John Amat. Donc il y a un peu toute cette mystique autour de Don Shula et des Jets, puisque dès que Don Shula arrive à Miami, c'est plus du tout la même chose. Cette rivalité prend un autre tournant, puisque c'est cette fois-ci Miami qui commence à devenir une place emblématique,
avec, tu le disais, les Super Bowls gagnés extrêmement rapidement. Et du coup, on va dire une mini-revanche, on va dire, prise par le coach de Miami, même si on ne s'arrête pas forcément aux années 70, en rappelant que Don Shula a quand même coaché Miami jusqu'à la fin des années 90. Donc voilà, ça a contribué en tout cas à rajouter un petit peu de symbolique dans ce duel entre les Dauphins et les Jets. Si on s'arrête également là-dessus, certains n'auront peut-être pas un souvenir toujours prégnant de ces rivalités-là, mais on a souvent affaire à des rivalités assez spectaculaires avec pas mal de points et de yards au compteur, Victor. Oui, et on a une rivalité ultra équilibrée, puisque si je ne dis pas de bêtises, à aujourd'hui, c'est-à-dire juin 2022, il y a 56-55 pour les Jets, avec également un match nul. Donc, bon, tu l'as dit, les Jets avaient commencé par enchaîner les victoires au départ, donc Miami part un peu de derrière, un peu à l'image du Eagles Giants dont on avait parlé. Mais c'est quand même une rivalité très équilibrée. Et en effet, c'est souvent un festival de points. Alors, paradoxalement, les matchs qui vont ressortir, si vous tapez ça sur Internet, ça va être 14-0 en playoff des Dolphins, donc qui n'est peut-être pas, on va dire, significatif. Mais la réalité, c'est que c'est des matchs qui sont tout le temps accrochés et c'est une vraie rivalité. Ça fait partie de ces rivalités qui sont là depuis le début. Et quand on arrive dans ces clubs-là, on dit « Ok, les mecs en face, vous les détestez. Vous n'avez pas le choix. » Donc, ça rajoute toujours du piment. Ça c'est toujours important. Oui, tu parlais de ce fameux 82-0, match extrêmement particulier, puisqu'on rappelle, c'était une finale de conférence à l'époque qui opposait Miami et les Jets du côté de la Floride. Match qui est appelé le Mud Day, je crois, le Mud Bowl ou un truc comme ça au jour d'aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que cette rencontre a été marquée notamment par d'importantes intempéries et du coup, voilà, des conditions de jeu très peu praticables. Donc, c'est sûr que et ça 9 ou 10 turnovers, quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. Ça a été extrêmement compliqué. En plus, pour une finale de conférence, vous imaginez bien que à côté de ça, le Frozen Bowl, c'était une partie de plaisir. Mais voilà, c'est sûr que ça avait permis à Miami, en l'occurrence, tu le disais, de s'imposer 14-0 et d'aller disputer un Super Bowl donc en 1982. L'un des deux Super Bowls disputés par les Dolphins dans les années 80 avec la défaite face à Washington 10 ans après le remake de la saison invaincue de 72. Mais voilà, du coup, oui, en effet, il y a d'autres rencontres beaucoup plus spectaculaires. C'est souvent des rencontres à points. Une des rencontres qui est le plus souvent citée, c'est le fameux Monday Night Miracle des années 2000, avec notamment une trentaine de points marqués en très peu de temps dans le dernier quart. Une victoire des Jets dans les dernières minutes. On avait également le match de 86, également avec les stats absolument dingues de Dan Marino et de Ken O'Brien du côté des deux équipes. 51-45, ça finit. Voilà. Qui, pour l'époque, c'est incroyable. C'est comme si aujourd'hui, on avait un 70-65. C'est ça. Donc, et c'est 41-37, je crois, pour l'autre match. Je vais essayer de retrouver ça. Le match de 2000, c'est 40-37 après prolongation. Donc, voilà, c'est vraiment, ça aussi, ça se retrouve assez facilement. Mais on a souvent eu des rencontres assez disputées. Et puis, on a souvent eu un petit peu des chassés croisés. Alors, c'est moins symbolique que pour le Dallas San Francisco, mais on se rappelle par exemple d'un Jason Taylor qui a fini sa carrière, qui a fait une dernière vraie année en NFL du côté des Jets, lui qui était l'emblème de Miami. On a forcément l'exemple de Jack Pennington qui avait tenté de relancer sa carrière du côté des Dolphins après avoir notamment emmené les Jets en playoff. Donc voilà, c'est pas aussi symbolique encore une fois que sur d'autres rivalités, mais en tout cas ça s'est vu et voilà, certains n'ont pas hésité à aller voir le voisin de division malgré le certain antagonisme des deux franchises. On va donc venir à la confrontation qui nous intéresse aujourd'hui, Victor. Ce duel de 1994 entre les Miami Dolphins et les New York Jets. Nous sommes, rappelle-nous la date, toi qui me l'as dit en off. 27 Nous novembre. Sommes le 27 novembre 1994. Tout à fait. Et nous sommes dans une situation extrêmement particulière puisque nous avons deux équipes au coude à coude dans l'optique des playoffs. Qui dit fin novembre, dit dernière ligne droite dans l'optique des phases finales. Et je crois qu'à l'époque, le bilan est de 7 victoires pour 4 défaites pour Miami. Et juste derrière, on a donc les Jets et les Bills notamment qui se tirent la bourre pour éventuellement recoller à Miami. Et même les deux autres sont à 5-6. Donc, toute la division est dans la course. Tout à fait, c'est assez dingue. Et les 5 équipes se tiennent en 2 matchs alors qu'on est à un mois de la fin.
Exactement. Ouais. Le moindre faux pas peut se payer cash. On se retrouve donc du côté de New York pour ce duel entre les Jets et les Dolphins, sachant que les Dolphins se sont imposés au match aller, sont un peu plus fringants, donc je le disais avec cette fiche de 7-4 victoire, mais ne sont pas forcément extrêmement rassurants, en tout cas dans cette période du mois de novembre, avec 2 défaites consécutives, dont notamment un gros fiasco offensif la semaine précédente du côté de Pittsburgh. Oui, si on devait donner un favori, alors évidemment, je n'ai pas revu non plus tous les articles de l'époque, mais globalement, c'est plutôt les Jets qui arrivent en confiance. Oui. C'est plutôt les Jets, ils ont battu les Vikings, ils ont eu quelques victoires références. Les Dolphins, tu dis, on en attendait beaucoup, on en attend toujours beaucoup quand c'est Dan Marino, mais la réalité, c'est que ils se prennent 2 défaites d'affilée. Surtout 2 semaines avant face aux Bears, les Bears qui sont une équipe mais ignoble cette année-là. Donc, c'est vraiment 2 grosses défaites, des défaites qui ne doivent pas arriver dans la course au playoff. Donc, clairement, les Dolphins sont de haut mur. Ouais, très clairement. Je regardais au passage, alors juste pour recontextualiser quelques joueurs importants, ils avaient une belle QB room à l'époque du côté de Miami, parce que du coup, est-ce que tu te rappelles des backups de Dan Marino? En 94, Ouais. oula, bonne question. Il y a Cozart, je pense. Bernie Kosar, tout à fait, et un quarterback que tu as connu un petit peu plus tard avec une autre casquette. Si je te dis Doug Peterson, Doug Pederson. qui Ah était, non, qui était quarterback 3 du côté de Miami à cette il avait époque-là. quitté les Bills. D'accord. Apparemment, ouais. Bon, après, ça a été un Ouais, non, journeyman, comme on dit. je confonds avec Frank Reich, pardon. Oui, Je tout à dis fait. une Ouais. bêtise. Je confonds Frank Reich et Doug Pederson. Pardon. Voilà. Oui, c'est vrai que on pourrait se tromper sur l'identité du head coach en, Qui a en gagné le 2017, tu Super veux Bowl dire. en 2017. Ouais, on n'ira pas sur ce terrain-là, mais il pourrait y avoir confusion. Bon, en tout cas, on a quelques joueurs, encore une fois, assez emblématiques. On a Arvin Fryer, par exemple, sur le poste de receveur, hein, ancien numéro 1 de la draft en 84, à l'époque sélectionné par les Patriots et qui évolue du côté de Miami depuis 93. Une belle escouade de receveurs, notamment avec O.J. McDuffie, qui était un premier tour de la saison précédente, justement, il me semble, en 93, joueur issu de Penn State. Et puis un certain Mark Ingram, dont on a sûrement parlé dans cette émission-là, le père de quelqu'un qu'on connaît plutôt pas mal aujourd'hui. C'est ça, le père d'un running back assez connu. Tout à fait. Et on a également Keith Jackson, tiens, quand on parle d'anciens Eagles, également ancien grand camarade de Randall Cunningham du côté de Philadelphie, et qui se relance du côté de, enfin, en tout cas, qui s'est essayé, on va dire, du côté de la Floride à sa deuxième partie de carrière. J'essaie de regarder un petit peu s'il y a d'autres noms Il y a vraiment Richmond ronflants. Webb, Oui. le garde du corps de Dan Marino, qui est là, qui doit être dans l'équipe type des années 90. Enfin, sur la fin de carrière de Marino, ça a été un joueur important. Mais il n'y a pas un star power comparable aux Dolphins des années 80. Hein. Non. C'est une équipe qui est compacte, mais il n'y a pas des grandes stars non plus. Tout à fait. Dans les noms qu'on connaît, il y a quand même Troy Vincent. Je parlais de. Oui. Alors, je parlais d'anciens Eagles. Lui, en l'occurrence, il a commencé à Miami et il continuera après du côté de Philadelphie. On Troy va dire Vincent qu'il qu'on est connaît devenu aujourd'hui. légendaire chez nous. Ouais, c'est ça. Troy Vincent qu'on connaît aujourd'hui comme, on dira, vice-commissionnaire, hein, puisque c'est lui notamment qui annonce les choix de draft après Roger Goodell à l'occasion donc des repêchages annuels. Mais donc, jeune cornerback, ancien premier tour également du côté de Miami et qui aura un petit impact sur ce match aussi. Et en effet, une belle carrière par la suite du côté de Philadelphie. Du côté des Jets, alors autant on n'est pas premier de la division, ou en tout cas on fait un petit peu la chasse à Miami. On a un visage bien connu du côté du banc de touche. Hein. Autant Dunchula, on ne le présente plus du côté de Miami, parce que je le disais, il est quand même là depuis 1970. Du côté de New York Jets, du côté des Jets, pardon, on a un nouvel head coach, ancien coordinateur défensif de la franchise, un certain Pete Carroll. Qui commence du coup pas trop mal. On en reparlera sûrement tout à l'heure également. Et on fait du neuf avec du vieux du côté de cette équipe des Jets, avec pas mal de vétérans qui espèrent remettre cette équipe new-yorkaise dans le bon sens, Victor. Et déjà, on a Boomer Esiason, quarterback qu'on associe plus souvent aux Bengals qu'aux Jets. Oui, un petit peu, ouais. Il dispute quand même un Super Bowl
contre des Niners de Montana, qui a 33 ans au moment où il est dans cette équipe. Donc, c'est pas non plus, c'est plus le grand Esiason, mais ça reste un très bon joueur, gaucher, donc ce qui fait qu'il est un peu, ça sort un peu du lot parce qu'on n'a pas eu énormément des grands gauchers. Il y a Art Monk, le receveur, qui est là, qui est un excellent joueur. Ancienne star des Redskins, notamment. Ouais. Et alors, moi, il y a une chose que j'avais oubliée quand même, au niveau du poste de safety. Oui. Est-ce que tu te souviens qui est le free safety titulaire des Jets en 94? Je l'avais oublié également. J'avais complètement oublié que Ronnie Lott avait joué chez les Jets. Ronnie Lott, donc pour ceux qui ne savent pas, un des plus grands safety d'histoire, peut-être même le plus grand safety d'histoire, figure des San Francisco 49ers. J'avais complètement oublié qu'il est là et il est titulaire. Hein, il est titulaire à 15 matchs cette année-là, à 35 ans. Tout à fait. Il y a d'autres joueurs assez intéressants, notamment en défense. Hein. Là, pour le coup, Pete Carroll, on peut lui reprocher quelques petites choses, on dira, dans son passé précoce, j'entends, de head coach, hein, puisqu'il n'y a pas que du côté des Jets où, en effet, il a eu des fortunes diverses. Mais voilà, il y a d'autres joueurs assez emblématiques. Tony Casillas sur la ligne défensive. Cette année-là, en 94, on a Aaron Glenn également sur le poste de corner, que certains connaissent aujourd'hui comme étant le coordinateur défensif des Detroit Lions, mais qui à l'époque donc sort de Texas A&M et qui a réalisé une très très bonne saison, qui sera d'ailleurs triple Pro Bowler à la fin des années 90. On a Victor Green également, le safety qui n'a pas forcément eu d'énormes récompenses, mais qui en tout cas a été un titulaire extrêmement vaillant des Jets dans les années qui suivent. Donc globalement, défensivement, cette équipe des Jets, elle a quand même de la gueule et elle est capable là aussi de poser pas mal de problèmes à cette équipe de Miami dans cette confrontation donc, de 1994. Je le disais tout à l'heure, match aller remporté par Miami et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Victor, avec ce match de 94. Une première mi-temps où on peut le dire très clairement, c'est quand même à sens unique justement en faveur des locaux. C'est complètement à sens unique. Je veux dire, c'est une démonstration terrible des Jets qui vont... alors, finalement, le début de match se passe pas si mal pour Miami, puisque là où les Jets peuvent marquer un touchdown, ils ne prennent qu'un field goal. Là où oui, il y a beaucoup de quatrièmes qui sont tentés peut-être un petit peu de manière déraisonnable. Voilà, hasardeuse. Et finalement, ils n'arrivent pas tellement à concrétiser, sauf que dans le deuxième et dans le troisième quart, là, ça commence à dérouler. Et au début du troisième quart, on se retrouve à un 17-0 avec un Dan Marino qui est, sur ce début de match, méconnaissable, hein, on va le dire tout de suite. Il y a l'interception de Brian Washington qui est assez moche. Hein, oui, il y a Astier également, le corner, qui l'intercepte assez rapidement aussi. Ouais. Voilà, donc on a un Marino qui est très difficilement reconnaissable. Alors, il y a un touchdown pour Mark Ingram, le premier à la base. On reviendra ensuite sur Mark Ingram, évidemment. Mais au milieu du troisième, il y a 24-6. Il y a 18 points d'avance pour les Jets. Et un peu à l'image de quand on parlait du Cowboys Niners, à ce moment-là, on se demande si le match n'est pas déjà fini. Ah oui, il y a une connexion Esiason, parce que c'est vrai qu'on a cité Art Monk, qui a d'ailleurs un catch important en deuxième mi-temps, mais c'est vraiment Rob Moore notamment qui fait un festival dans les airs sur ce match-là, qui catch beaucoup de ballons de la part d'Esiason et qui permet de faire avancer les chaînes donc pour donner cet avantage confortable à New York. Mais très clairement, oui, en milieu de troisième quart, on a du mal à concevoir comment les Jets pourraient s'écrouler vu le peu de choses qu'a proposé Miami au cours de cette rencontre. C'est ça, il y a aussi un Johnny Mitchell qui est impressionnant dans la end zone puisqu'il capte 2 touchdowns. Oui, il joue beaucoup sur les tight ends. Hein. Il y a Mitchell, il y a Thornton également. Ça joue beaucoup sur les tight ends dans cette attaque de New York. C'est ça. Et globalement, Dan Marino, en fait, c'est au moment du 24-6. Je ne sais pas si psychologiquement ça l'a énervé ou il y a eu un déclic ou voilà. Mais là, c'est le retour comme un peu la NFL peut nous les offrir. Beau drive, touchdown de Mark Ingram, son deuxième du match. Interception de Troy Vincent, touchdown de Mark Ingram, troisième du match. Et là, on se retrouve à 21-24. Et pour le coup, 21-24, on n'est plus du tout dans la même configuration. On est dans un match qui est totalement ouvert. Un match, comme tu dis, où il y a il
y a des tentatives un peu étonnantes de temps en temps, notamment de Boomer Esiason qui fait le canonnier de façon un peu déraisonnable. Ben, c'est ça. Et le pire, si tu me permets, il y a un moment qui est crucial dans ce quatrième quart, au moment justement où Miami revient bien et fait sentir, on va dire, son souffle chaud dans la nuque des New-Yorkais. Il y a un fumble de Miami, il me semble, je ne sais pas si c'est sur un retour de coup de pied, j'ai un doute. Un ballon qui est perdu par Miami dans sa moitié de terrain, en tout cas à l'entrée de sa moitié de terrain. Et on se dit que justement, ça peut permettre à New York d'avoir un petit regain de forme, en tout cas de se remettre un petit peu, de reprendre un petit peu de momentum et de reprendre du poil de la bête. En effet, il y a cette passe longue distance de Boomer Esiason qui est interceptée quasiment dans la foulée par Miami et qui remet très clairement les Jets en plein doute à un moment où clairement ils n'en ont pas besoin, quoi. C'est le moment où ils peuvent reprendre l'ascendant et ils ne le reprennent pas. On arrive dans le quatrième quart, se passe. Ils tiennent en défense, les Jets. Sauf que les grands joueurs, à un moment, quand la pression est là, ils réagissent. Et il y a ce drive dans le quatrième quart-temps qui commence sur les 16 de Miami et qui, spoiler, va aller jusqu'au touchdown pour Dan Marino. Touchdown un peu particulier dont on va parler. Mais du coup, il y a des passes complétées. C'est un drive 100% aérien. Mark Ingram récupère une passe de 9 yards sur des 19 des Jets, puis une passe de 11 yards sur des 8 des Jets. Il reste alors quelques secondes à jouer. Et on se dit que Miami va va spiker la balle. Il leur reste un timeout et qu'en gros, ils vont gérer. Donc, soit ils vont faire le field goal pour 24-24, soit après le spike, ils vont réfléchir à une action. Et finalement, Dan Marino fait ce qu'on appelle un fake spike, c'est-à-dire qu'il fait semblant de jouer au spike, donc de balancer la balle à terre pour éteindre l'horloge. Et il trouve finalement Mark Ingram sur sa droite pour le touchdown. Et Dolphins s'emporte 28-24 sur une action qui s'appelle The Clock ou Fake Spike, selon ce que Fake Clock ou Fake Spike, mais sur une action qui est légendaire et qui permet aux Dolphins de gagner un match qui était perdu au milieu de troisième quart-temps. Très clairement. Et ce qui est fou sur cette action-là, c'est que vraiment, alors, le fake spike, j'ai presque envie de dire qu'on se rend compte après coup parce que c'est pas forcément aussi marqué, on dira, que sur d'autres fake spikes qui ont eu lieu par la suite. Et c'est vrai que c'est assez symptomatique la manière dont c'est perçu par la défense parce que quasiment personne ne blitz, quoi. Et c'est aussi ça qui fait que cette action est quand même assez dingue, c'est que sur un moment aussi crucial, à quelques secondes de la fin, le fait de même pas se dire dans le doute, on y va, et puis s'il spike, tant mieux, s'il spike pas, tant pis. Là, on a presque l'impression qu'ils ont mordu à l'hameçon très facilement. Et voilà, et que ce soit en plus le joueur hot de ce match-là et de cette deuxième mi-temps, Mark Ingram, qui soit trouvé pour son 4e touchdown personnel de manière aussi évidente, voilà, c'est sûr que c'est aussi ce qui contribue à rendre cette fin de match absolument, absolument dingue et ce qui rend aussi cette action extrêmement, extrêmement particulière. Ça permettra à Miami donc de s'imposer dans les dernières secondes, donc 28-24, de poursuivre son parcours, puisque du coup, il y aura qualification en playoff pour Miami. J'anticipe un petit peu sur les conséquences. Si tu me permets, je voudrais juste qu'on fasse quand même un petit peu le focus sur les Jets tout d'abord, et après on parlera de Miami. Les Jets, donc, dans cette année 94, qui vont, après ce match-là, alors je parlais de coup de massue la dernière fois sur le match Niners, là, en termes de coup de massue, je pense qu'on est pas mal. Ils jouent ce match à 6-5, un match qu'ils doivent gagner, ils perdent, et ils finissent la saison à 6-10. Ils finissent la saison à 6-10, la saison suivante 3-13, la saison d'après 1-15. Ils virent Pete Carroll à la fin de la saison. Bien sûr, puisque c'est quotité après qui est là, mais ouais, c'est vraiment le genre de match où les conséquences ne se sont pas arrêtées à juste on a perdu un match. Il y a un truc qui s'est brisé. C'était une équipe des Jets qui allait mieux. Ils s'étaient qualifiés en playoff en 91. Ils avaient fait une saison 8-8 en 93. On va dire qu'ils étaient en train peu à peu de se stabiliser, de devenir une équipe intéressante. Et là, tout s'est écroulé en un match, en fait. Et ils s'en sont jamais remis.
Ouais, très clairement. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas pour s'acharner par rapport à ça, mais ça a été assez symptomatique. J'en parlais tout à l'heure au début de la carrière de Pete Carroll, c'est qu'il y a cette fin de saison qui est complètement où son équipe s'écroule totalement donc en 94. Il aura les mêmes symptômes d'ailleurs avec les Patriots en 99, où ils font un très bon début de saison, où ils sont longtemps dans la course pour les playoffs et ils s'écroulent littéralement en fin de saison régulière, ce qui va amener derrière à l'arrivée de Bill Belichick et à son renvoi. Et il a fallu justement ce rebond du côté du USC, cette longue carrière universitaire, peut-être aussi pour, alors, je ne vais pas dire revoir ses gammes, parce qu'encore une fois, quand il a été nommé head coach des Jets et des Pats, il n'arrivait pas sur un malentendu, très clairement, mais peut-être avoir une autre vision de head coach, peut-être d'autres manières de coacher tout simplement. Et on voit qu'à Seattle, il est quand même malgré tout arrivé avec une autre énergie, avec toujours une force défensive notable, hein, et qu'on retrouve notamment dans cette équipe des Jets-là, malgré ce dernier quart extrêmement compliqué. Mais voilà, globalement, ça a longtemps été dans les années 90, on va dire, là où le bas blessait pour Pete Carroll, c'est ces dernières saisons. C'était un peu, si tu me permets, le Cliff Kingsbury de l'époque. On Alors, va Cliff être méchant. Kingsbury, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'avant USC et au niveau NFL avant Seattle, Carroll, c'est un loser. Un loser magnifique, ce qu'on veut. Oui, c'était un coach Mais c'est un extrêmement loser. vanté, mais oui, c'est ça qui pouvait avoir tendance. J'en parlais tout à l'heure avec les quatrièmes tentatives, mais c'est vrai que c'était peut-être un coach qui se prenait un peu trop au jeu et qui, du coup, pouvait avoir un impact un peu négatif derrière on va dire, sur le momentum de son équipe, tout simplement. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et je pense qu'il a de la chance. Enfin, il a de la chance. C'est une chance qu'il a provoquée, hein, mais il a réussi à rebondir de manière assez incroyable à USC et à Seattle. Il a gagné tous les titres possibles, donc bravo à lui. Mais c'est vrai qu'au sortir de cette expérience Jets et de l'expérience Patriots, c'était pas gagné qu'il retrouve un poste de head coach dans sa vie en NFL. Donc, clairement, cette défaite, elle a eu autant pour Miami, on va dire que c'est une parenthèse enchantée qui leur a permis de croire au Super Bowl. Hein. Ils ne sont pas passés très loin puisqu'ils perdent 22-21, si je ne dis Oui, pas de bêtises, contre les Chargers dans une finale de conférence qui est du coup assez serrée. La réalité, c'est que les Dolphins, depuis, n'ont plus forcément eu un impact énorme. Ils vont continuer jusqu'au début des années 2000 à se qualifier en playoff. Depuis 20 ans, c'est plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment plus. C'est un peu le baroud d'honneur pour Don Shula. Et tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que bon, c'est surtout pour les Jets que ce match aura des conséquences terribles. oui, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, ça, en tout cas, c'était une saison de renouveau malgré tout pour Miami, avec Dan Marino qui avait des petits soucis de blessure. Je crois qu'il est d'ailleurs comeback player de l'année en 1994. Voilà, c'était une année en effet où, dans cette période des années 90, où malheureusement il n'y a pas forcément de Super Bowl pour les Dolphins, même s'il y a par exemple une défaite en finale de conférence face aux Bills, il me semble que c'était en 92, face à l'équipe de Buffalo. Ils avaient déjà perdu en tour de division l'année d'avant, ou en 90, pardon, contre Buffalo. Euh, c'est une équipe en effet qui avait malgré tout un bon niveau global, mais qui était peut-être un peu inconstante. C'est difficile parce qu'on parle quand même d'une équipe qui était souvent quand même au rendez-vous des phases finales. Mais oui, en effet, où il manquait quelque chose, on en parlait un petit peu tout à l'heure. À côté de Marino, il n'y avait pas beaucoup de playmakers, on va dire, qui se détachaient du lot. Et c'est peut-être aussi ce qui a pu leur poser problème dans cette dernière ligne droite. Après, voilà, c'est sûr qu'on dit qu'ils étaient à un point du Super Bowl potentiellement. Hein. Personne ne dit qu'ils auraient gagné à Pittsburgh comme les Chargers l'ont fait en finale de conférence AFC. Mais en l'occurrence, ça prouve qu'ils avaient les moyens éventuellement de s'inviter au Super Bowl. On en parlait lors de la précédente émission consacrée à la NFL. Quand on voit la domination quand même de San Francisco lors de cette année-là en finale, on se dit que voilà, remake ou pas de la saison 84, ça aurait sûrement tourné court en faveur de San Francisco. Mais voilà, ça, on part en tout cas dans les dernières années de Don Shula. Et d'ailleurs, comme un symbole un petit peu, on rappelle en 1999, ce dernier match de Don Shula du côté de. Ah, attends, je fais une bêtise. Attends, c'était 95 ou 99? 95. Ah non, 99, c'était Jimmy Johnson, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était son dernier match. Mais voilà, du coup, Don Shula qui part en 1995, ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, Jimmy Johnson qui lui succède, ancien head coach de Dallas.
qui va continuer d'aller en playoff. Mais voilà, on va dire le gros coup d'arrêt, on va dire, de Miami en playoff, c'est cette saison 99 et cette dernière année de Jimmy Johnson et de Dan Marino. Pour le coup, là, je ne me trompe pas. Avec cette défaite face à Jacksonville, 62-7, défaite cinglante, et qui va plonger un petit peu Miami, j'allais dire dans les bas-fonds, en tout cas, clairement dans l'ombre de la ligue, pour clairement après espérer se remettre dans le bon sens. Mais voilà, ça nous aura offert malgré tout dans la foulée des Dolphins Jets assez notables, comme on en parlait tout à l'heure avec le match de 2000. Victor? Et permets-moi d'ajouter juste, quand on parle d'Dan Marino, il y a certains sports où il y a un débat sur qui est le plus grand monstre sans bague, le meilleur joueur à ne jamais avoir remporté une bague, etc., etc. On peut penser au débat sur Elgin Baylor, Stockton, Malone, ce que vous voulez en NBA. Il y a eu Allen Iverson à une époque aussi. Ouais, canon. Ou Charles Barkley, si vous voulez. Oui, Mais aussi, en NFL, il n'y a pas de débat, quoi. En NFL, vu l'importance du poste de quarterback et vu les statistiques, l'impact, le talent qu'avait Marino et les équipes globalement moyennes plus qu'il a réussi à emmener au Super Bowl, c'est le plus grand joueur de l'histoire sans bague. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats en ce qui concerne la NFL. Et alors, je vais faire une confidence. Alors, encore une fois, là, pour le coup, j'essaie de creuser au maximum mes sources, mais j'avoue être tombé dessus sur Wikipédia parce que je ne regarde pas ce film. Il paraît d'ailleurs qu'il y a un film d'Adam Sandler où Dan Marino apparaît et où il fait une petite référence à John Amat et à la fameuse promesse en disant que voilà, il aimerait bien avoir une bague en échange de son âme, hein, puisqu'on rappelle que tu le disais, le titre des Jets au Super Bowl 3 est emblématique, mais aussi extrêmement controversé, hein, puisqu'on est dans une époque où il y avait des histoires de potentiels pots de vin qui n'ont jamais été avérés, bien entendu, dans le fameux conflit AFL-NFL. Et voilà, on sait qu'il y a toujours eu des petites polémiques liées à ce titre des Jets. Et le fait que Dan Marino y fasse référence dans un film, voilà, ça montre aussi que voilà, c'est pas tout à fait anodin dans ce contexte de rivalité de Dolphins-Jets. Si je termine là-dessus, on va peut-être s'intéresser à quelques fake spikes un petit peu célèbres. Alors, il n'y en a pas tant que ça non plus, on va le dire tout de suite. Les plus notables, moi, je t'avoue que celle que je retiens en priorité, c'est celle de Big Ben, notamment contre Dallas en saison régulière, avec le touchdown également, notamment d'Antonio Brown. C'était, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 2016, l'année Ouais, où les Steelers s'imposent. En plus, dans un match éminemment important, puisque du coup, s'il y a défaite face à Dallas, ça plonge les Steelers avec une fiche négative. Donc voilà, c'est plus emblématique. Après, on se rappelle notamment d'Aaron Rodgers également, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me demande si c'était pas en 2000. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Je crois que c'était 2014. 2010. Non, 2014, il me semble. Ouais. 14, ouais. Contre Il y Miami. a Matt Stafford aussi. Alors, c'est moins on va dire, impressionnant, mais il fake spike sur les 1 yard et finalement, il s'étend, il saute au-dessus de sa ligne pour aller marquer le touchdown. Ouais, elle est moins notable. Alors, Ouais, c'est une face pack, je suis d'accord avec toi. mais c'est Ça, moins beau, c'est moins dans l'esprit, je suis d'accord. mais bien sûr, bah, de toute façon, c'est Matthew Stafford. Et Donc, il y a Brady aussi forcément, contre c'est une action de brise. Ouais. Washington. Oui, tout à fait. Ouais. En saison régulière également, passe à destination de Randy Moss, du coup en 2007, hein, lors de la fameuse Almost Perfect Season, avec un touchdown inscrit juste avant la pause. Mais voilà, c'est les quelques actions emblématiques de Facepack dont on peut se rappeler dans les années récentes. Après, bon, c'est pas Après, autant utilisé que on ça. sait pas vraiment si. C'est vrai que quand on parle de fake spike, souvent on parle de Marino comme un peu la première. C'est sûrement déjà arrivé avant, mais il y avait peut-être un peu moins de documentation de tous les matchs et de toutes les actions. Donc c'est peut-être moins documenté. Mais bon, je ne doute pas que ça a quand même dû arriver avant 94. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est quelque chose aujourd'hui qui serait, à mon avis, plus difficile à faire parce que les équipes se replacent très vite, sont très vite sur le qui-vive. Je pense qu'avec le niveau de discipline d'aujourd'hui, ça serait plus difficile, je pense, de réussir. Oui, puis on en avait parlé avec le Miracle of in Midlands. Vous excuserez mon anglais, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup moins d'équipes maintenant qui peuvent se permettre le fait de se dire on va laisser l'équipe d'en face jouer son truc. C'est aussi ce qui m'étonnait par rapport à la stratégie défensive des Jets sur ce match-là.
C'est que voilà, tu te dis, dans le doute, si tu peux mettre un petit peu en difficulté ton adversaire dans sa potentielle stratégie, qu'il y ait un fake spike ou pas, t'y vas, quoi. Voilà, et on a vu qu'il y a déjà eu des confrontations, enfin, il y a déjà eu des échanges un peu houleux en fin de match sur des choses comme ça, parce que la fameuse politique de On n'attaque pas sur voilà, c'est Nil. ça. On Ouais. essaie, on essaie d'être respectueux, etc., etc. Ça reste de la compétition. Si l'équipe d'en face veut faire ce qu'elle a envie de faire, elle le fait, mais il faudra qu'elle le fasse sous la pression. Donc, si les choses sont faites dans les règles Bah, et que le face spike ou le knees up ou le knee down, pardon, ou ce genre de choses sont faits comme il faut, il n'y a pas de raison que ça occasionne ce genre de problématique. oui, et puis tu l'as dit, le Miracle in the Midlands est quand même une illustration de ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne Mmh. sait jamais. La balle peut glisser, même si c'est une fois toutes les 200, bah, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Donc, il faut toujours jouer le truc jusqu'au bout et parfois, ça ira dans ton sens. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec ces équipes qui attaquent plus sur une île aussi. Mais je crois qu'on avait déjà eu ce débat, du coup, au moment où on a fait Giants Eagles. C'est quand même dommage dans un sport de give up. C'est comme si un mec je sais pas, à Roland Garros, parce qu'il est mené 5-0, 40-0, il joue pas le Oui, il dernier laisse point. finir le dernier jeu. Bah non, autant essayer de gagner, quoi. Donc, Oui, après peut-être qu'on est dans une politique aujourd'hui où on veut absolument défendre. On veut éviter que les joueurs se blessent sur des actions, on dira, un peu plus négligeables. Mais bon, moi, je suis d'accord avec toi. Globalement, je ne vois pas ce qui empêche, vu ce qui s'est passé historiquement et vu encore une fois le fait que certaines équipes aient pu être punies sur des phases un peu de naïveté, voilà, qu'on décide encore une fois dans les règles et pas juste en se jetant comme des bourrins sur des faux départs ou ce genre de choses. Si c'est fait dans les règles et qu'en face l'exécution est bonne, je ne vois pas en quoi on devrait absolument se coucher ou aller directement au vestiaire. Mais bon, c'était pour la petite parenthèse. On a fait le tour en tout cas sur ce Miami Dolphins New York Jets, sur cette confrontation donc du 27 novembre 1994, Monsieur Roulier. Merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission du Rivalité consacrée notamment au college football et a priori à la NFL. Je pense que sans trop m'avancer, on abordera a priori une rivalité importante de conférence nationale. On a commencé déjà à en discuter un petit peu. Donc, on vous en dira plus dans les jours à venir. Merci encore, Victor, et à très vite donc, pour une nouvelle émission du Rivalité. Salut à tous.